Vous le savez, j'aime beaucoup la saga A Quiet Place. J'ai fait une critique des deux premiers films sur la chaîne, donc A Quiet Place et A Quiet Place partie 2. Et ici, il y a un jeu qui est en préparation et un spin-off est sorti au cinéma, un spin-off slash préquel nommé A Quiet Place Day One. Un film avec notamment au casting Lupita Nyong'o et Joseph Quinn, qui joue d'ailleurs le personnage de Eric. Un film qui personnellement m'intéressait beaucoup. Alors j'ai pas eu le temps d'aller le voir au cinéma, là j'ai vu parce qu'il est sorti sur certaines plateformes de streaming en version normale qualité, pas des plateformes on va dire très très légales, mais c'est sorti sur une vraie plateforme, alors je sais plus laquelle, c'est pas une vidéo je crois, je sais plus, mais bref, passons. J'ai donc vu le film A Quiet Place partie 1. Un film où on suit donc, comme je l'ai dit, le personnage de Samira, je crois que c'est ça son nom, interprété donc par Lupita Nyong'o, qui est donc une femme atteinte, il me semble, si j'ai bien compris, d'un cancer, qui va vivre dans les débuts, dans les premières heures de l'apocalypse, suite à l'arrivée des fameux extraterrestres, des créatures sur Terre, qu'on avait vu dans Quiet Place partie 1 et 2, et qui seront aussi bien évidemment présents dans le jeu vidéo. Un film qui m'a beaucoup choqué. Et je vais donner mon avis tout de suite. Je vais vous dire en quelques mots le résumé de mon avis sur ce film. Je pense que c'est le meilleur de la saga. Malgré qu'il n'y a pas certains enjeux émotionnels qu'il y a dans les deux premières parties, à savoir le fait que dans les deux premières parties, t'as la surdité, t'as certains trucs, t'as le fait d'être une femme enceinte dans un monde post-apoc dans le premier. Là, dans le 2, enfin dans ce film-là, il n'y a pas ces enjeux émotionnels-là, mais il y a d'autres enjeux émotionnels, d'autres trucs qui sont mis en place, qui sont encore mieux. Et on en apprend aussi un peu plus sur les créatures. Tout simplement parce que dans ce film-là, donc on suit Samira et Eric qui vont ensemble essayer de survivre pendant les débuts de l'apocalypse. Samira étant atteinte, donc comme j'ai dit, d'un cancer. On nous explique dans le film à un moment donné, avec un poème qu'elle a écrit, qu'en gros il lui reste pas très longtemps. Il doit lui rester peut-être des années, peut-être même des heures ou des secondes. On sait pas combien de temps il lui reste, parce qu'à chaque fois les médecins lui disent blanc puis noir, puis en fait non il vous reste 3 ans, puis en fait il vous reste 6 mois. Bref, on sait même plus combien de temps il lui reste. Ce qui est sûr, c'est qu'elle survivra pas longtemps à son cancer. Et d'ailleurs on le voit dans le film, il y a plusieurs moments où elle est obligée de juste se reposer et se reposer longtemps. Voire il y a un moment du film où le personnage de Eric est obligé de, on va dire, mettre en jeu sa propre vie pour aller chercher des médicaments tellement son cancer la met en mal. Genre elle est complètement affalée sur le sol, elle est malade, elle peut plus marcher. Et il est obligé de, on va dire, se mettre en danger pour aller chercher des médicaments pour qu'elle survive. Donc on le voit à son état dans certains moments du film, elle va pas survivre très longtemps à ce cancer. Si elle survit 6 mois, c'est beaucoup. Il doit être en phase quasi terminale, après je me connais pas très bien en médecine, mais en tout cas il lui reste pas très longtemps, clairement. Du côté de Eric, c'est un personnage qui semble, alors si j'ai bien compris, il est asthmatique, ou alors il est juste très anxieux, parce que, alors il me semble pas que c'est dit dans les dialogues du film, je l'ai vu en VTFR, mais t'as pas mal de moments où on insiste sur le fait qu'il a du mal à respirer, on insiste sur sa respiration, sur le fait qu'il a mal au poumon. Je sais pas si c'est parce qu'il est anxieux ou parce qu'il est asthmatique. Dans les deux cas, c'est à cause du même problème. Enfin, c'est à cause des problèmes au poumon. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, c'est l'enjeu de son côté un petit peu dramatique. C'est le fait que lui non plus ne peut pas courir très longtemps, ne peut pas marcher sur des kilomètres, etc. sans avoir de problème à cause de ses problèmes de santé. Et au milieu de tout ça, on a un chat. Voilà, ce petit chat est en même temps un canaliseur pour les deux personnages, parce qu'il va être le canaliseur de leurs émotions. Il y a même pas mal de moments où ils vont prendre le chat dans leurs bras pour se calmer, pour canaliser leurs sentiments, etc., pour pleurer, etc. Mais d'un autre côté, des fois, c'est aussi un enjeu, dans le sens où il va parfois devenir un obstacle. Il y a 2-3 fois où ils perdent le chat, il y a une fois où ils le perdent plus précisément, et où ils doivent le retrouver au péril de leur vie. Il y a notamment un moment où le personnage de Eric, justement quand il va aller chercher des médicaments pour Samira,
le chat se barre en même temps. Il finit sur un poteau d'un bâtiment en construction à plusieurs mètres de hauteur, juste au-dessus de créatures qui sont en train de se nourrir. Donc l'enjeu, c'est qu'il doit aller chercher des médicaments, et en plus, le chat s'est fait la malle. Saloperie. Bref, c'est un canaliseur de sentiments, mais aussi, pas mal de fois, un obstacle. Et à la fin, c'est l'enjeu émotionnel, je trouve, finalement, du film. Il représente un petit peu la relation qu'il y a entre Eric et Samira. D'ailleurs, à la toute fin, il y a un moment du film où Eric et Samira s'échangent leurs vestes. D'ailleurs, on voit tout à la fin que la veste que avait Samira, en fait, appartenait à son père. Donc, elle le lègue à Eric en signe de voilà d'amitié, etc. Et aussi pour que la vie de son père perpétue. Et elle lui donne son chat. On parlera de la fin après, la toute fin après, on va parler de ce qui se passe avec Eric. Il retrouve dans sa veste un mot écrit justement par Samira. Et Samira lui dit en gros, ouais, fais attention à mon chat, voilà, ne le nourris pas trop, lui gratte pas le ventre, il aime pas. Donc, il a vraiment, c'est vraiment un personnage à part entière, le chat, alors que pourtant il n'a pas de nom. Voilà, c'est un chat d'assistance qui est là pour justement les aider à canaliser leurs émotions, à se sentir bien, etc. Mais des fois, voilà, ça va être un obstacle parce que les chats, ça sait pas nager. Donc quand ils sont dans l'eau, il y a 2-3 passages où ils sont dans l'eau, ils sont obligés d'avoir le chat entre leurs mains, sauf que nager avec un chat dans les mains, c'est compliqué. Donc voilà. D'ailleurs, on apprend, on voit un petit peu plus le fait que les créatures de l'univers ne savent pas nager. Ça avait déjà été exploité dans le premier film avec l'île, enfin dans le deuxième film pardon, avec la fameuse île sur laquelle il y avait des humains qui vivaient sans problème. On nous avait déjà dit que les créatures ne savaient pas nager, mais à part ça on n'a pas plus exploité de ça que ça. Là on l'exploite dans une scène d'action où il y a une créature qui va les suivre dans les égouts de New York. On parlera du fait que ça se passe à New York d'ailleurs juste après. Et la créature à un moment va tomber et il va pas réussir à les suivre parce qu'elle ne sait pas nager, du coup elle va crever noyée. Ça c'est un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'on continue un petit peu à développer l'histoire. Justement concernant justement la position de cette histoire, donc la localisation, on est à New York. Contrairement au premier film où on était plus d'un an après l'apocalypse dans des petits endroits, donc il n'y avait pas de grande ville. Là on est, comme le titre l'indique, jour 1. Tout début, les gouvernements sont encore en place, c'est la merde, oui, mais on commence à voir comment les États-Unis vont gérer la situation. Notamment, et ça c'est un truc que je trouve pas con, c'est d'envoyer des hélicoptères. Pourtant on va dire, mais c'est un truc qui fait un boucan de tous les diables. Oui, mais des hélicoptères en hauteur, les créatures peuvent pas les attendre. Donc ils vont envoyer des hélicoptères pour dire, voilà, il y a des bateaux qui vont à ce port-là, allez-y, et surtout, ne faites pas de bruit. Et ça c'est un truc que je trouve intéressant, c'est le fait que les gouvernements, que le gouvernement américain, déjà sache day one que les créatures ne fassent pas de bruit. C'est un petit peu vague, genre comment est-ce qu'ils l'ont su en à peine 24 heures. Voilà, ils n'ont pas eu le temps de beaucoup le voir, mais bref, passons. On n'a qu'à dire qu'ils ont eu le temps de le constater. Mais justement, du coup, ce truc de ne faites pas de bruit, ça montre que le gouvernement prend directement en charge l'affaire dans le monde, même si on sait que les États-Unis, au bout d'un moment, l'armée va pas tenir. Là, on voit les premières... En fait, les premiers moments où le gouvernement va se dire, bon, c'est la merde, il faut qu'on évacue les gens des grandes villes, comme New York. Comment on fait? On envoie des hélicos, on envoie des bateaux. Ils savent que les créatures ne savent pas nager, eh ben, on envoie des trucs qui vont sur l'eau. Ils savent que les créatures ne font pas de bruit, ben, on envoie des hélicoptères en assez haute hauteur pour pas se faire attaquer par les créatures, ça serait quand même con de perdre des hommes et un hélicoptère. Et on demande à ces fameux hélicos de dire, bah en fait, ne faites pas de bruit et le bateau sera là-bas. Donc on voit un petit peu la manière dont le gouvernement réagit à la situation. Et ça, j'aime plutôt bien, surtout dans un contexte où on est dans une ville aussi énorme que New York, où il y a des millions d'habitants. Je pense que New York, c'est 10 millions d'habitants, c'est presque autant d'habitants que la Belgique entière. Après, je pense que Manhattan est aussi grand que la Belgique, enfin peut-être pas, mais New York entier, c'est aussi grand que la Belgique, je pense. Donc voilà. Autre chose, du coup, dont je voulais parler, c'est justement la fin du film. La fin du film va être très simple. Tout le film, voilà, on a Lupita Nyong'o, donc le personnage de Samira, qui va vivre avec Eric
et un petit peu redécouvrir certains trucs. On va parler du fait qu'elle était poète avant son cancer, on va parler de son père, du fait qu'il jouait du piano. Et à la toute fin, elle se sacrifie, en gros. Elle demande à Eric de courir au bateau pendant qu'elle elle fait du bruit en pétant des vitres de voiture pour qu'il y ait des alarmes qui s'activent, pour que les créatures s'affolent et aillent vers elle. Pendant que Eric, lui, va aller plonger dans l'eau, d'ailleurs en évitant de près une créature, pour aller rejoindre le bateau. Et à la toute fin, justement, je vous l'ai dit, il voit qu'il y a une lettre de Samira. Donc Eric retrouve une lettre de Samira dans la veste que Samira lui a donnée. Et en gros, c'est une lettre qui va dire à Eric, voilà, merci de m'avoir repermis de vivre, en fait, de m'avoir fait découvrir un petit peu plus le monde, enfin la ville de New York plus précisément, de m'avoir en fait permis de revivre malgré la maladie. Et à la toute fin, c'est merci aussi de m'avoir permis de me rendre compte que quand on reste tranquille, la ville chante. Et à ce moment-là, tu vois qu'elle est avec une petite radio qu'on a vu quelques instants avant dans le film, où elle a mis son lecteur MP3 qu'elle avait au début du film avec ses écouteurs. Elle écoute de la musique, elle débranche ses écouteurs, et la fin du film, c'est t'entends juste la musique dans toute la ville, enfin autour d'elle quoi, et une créature qui tombe au sol. Clairement, on comprend qu'elle est morte, elle va se faire bouffer la gueule, mais voilà, c'est une fin que je trouve plutôt cool. Après, au moins, elle crèvera tout de suite. Elle va pas crever à cause de son cancer et souffrir pendant des mois. Là, elle va crever direct. Mais c'est une fin que je trouve vraiment cool. Voilà, scénaristiquement, le film est vraiment bon et beau, je trouve. Même en termes de mise en scène, voilà, c'est vraiment plutôt joli. Alors c'est le premier film et le seul pour l'instant de la saga qui n'est pas réalisé par John Krasinski. Je sais pas qui a réalisé le film, c'est... Je regarde. C'est Michael Samosky. Voilà, Michael Samosky qui a aussi réalisé Pig. Bon, et Blue et compagnie. Enfin, je pense qu'il est co-réalisateur de celui-là. Parce que, voilà, le réalisateur de Blue et compagnie, c'est John Krasinski. Mais donc, c'est un réalisateur qui a réussi à donner quelque chose d'un peu différent de ce qu'on avait eu dans les premiers films, mais de quand même plutôt joli. Il y a pas mal de plans qui sont très beaux, qui jouent avec les couleurs, avec la luminosité. Il y a 2-3 flashbacks qui sont intéressants. Donc voilà, en termes de mise en scène, c'est plutôt cool. Et je trouve que le film, c'est la dernière critique que j'aurais à faire, s'en sort vraiment bien pour ce qui est de faire de l'émotion, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Je veux dire, c'est A Quiet Place, donc les 3 quarts du temps, faut pas parler. Mais je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal en termes de dialogue. Il pleut beaucoup dans le film quand même. Hein. Il pleut même pas mal de fois. Il y a beaucoup de trucs avec l'eau. Au début du film, il y a une fontaine, il y a les bateaux. Il pleut 2 fois, voire 3 fois dans le film. Alors je sais pas s'il pleut autant que ça à New York, mais ouais, là on dirait le temps de Belgique. Donc voilà. En résumé, c'est un film que je vous conseille de voir, vraiment très très bon, avec une bonne mise en scène et un scénario qui était vraiment cool, une petite odyssée entre 2 personnages qui ne se connaissent pas et qui vont finir par se rapprocher. Je trouvais ça magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, blablabla, vous connaissez la chanson, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.